Le travail qu'on mène en commun avec la CGT, évidemment les deux sujets sont liés, il y aurait beaucoup à dire, hein, donc je vais essayer vraiment de ramasser, et l'intérêt c'est d'avoir un échange après avec vous toutes et tous, hein, pour essayer de partager à la fois sur l'actualité et sur les perspectives qu'on se donne en tant que syndicat, et notamment avec l'organisation qui est représentée à côté de moi, la CGT. Donc très rapidement, pour brosser un tableau général de la situation, moi je voudrais dire une chose essentielle en ce moment. Moi, et je pense que c'est partagé par beaucoup, on ressent une immense fierté du travail militant qu'on a fait, notamment au moment des élections. Ça s'est construit dans l'urgence, ça s'est fait parfois peut-être pas de manière parfaite, on n'a peut-être pas eu les positionnements exactement parfaits, exactement ce qu'il fallait, on n'a peut-être pas fait suffisamment, on a peut-être négligé un certain nombre de tâches, mais je pense que ce qu'on a réussi quand même à faire en se positionnant en faveur d'un programme politique, dans la situation dramatique où nous sommes et où nous continuons à être, parce que l'extrême droite, elle continue à être là. Je pense que ce que nous avons réussi à faire, c'est pas pour s'en satisfaire, mais c'est pour se dire qu'il faut véritablement continuer dans cette voie-là. Parce que l'extrême droite, d'abord c'est notre ennemi mortel, elle veut notre mort encore davantage que d'autres forces, hein. Le libéralisme non plus ne nous aime pas beaucoup, mais l'extrême droite, c'est un autre niveau, c'est encore autre chose. Et l'extrême droite, c'est le symptôme également de notre faiblesse. Partout où il y a des collectifs, partout où il y a des syndicats, c'est pas qu'il n'y a pas d'extrême droite, mais l'extrême droite est moins forte. Quand on arrive à faire des syndicats, quand on arrive à poser des discussions de manière collective, quand il y a du lien social, quand il y a des tissus associatifs, quand il y a des partis politiques aussi, quand il y a des discussions qui se mènent, l'extrême droite est moins forte. Elle est forte aussi de cet individualisme qui progresse, de gens qui tournent en boucle sur eux-mêmes, qui ressassent ou qui croient des solutions qui sont prônées à longueur de journée par des médias eux-mêmes aux mains de milliardaires et qui donc ont intérêt à ce que tout ça circule. Bref, nous avons une responsabilité immense. Et ce que nous avons dit pendant les élections, c'est que face à cela, on a besoin d'un programme politique et d'une politique en rupture avec ce qui s'est fait jusqu'à présent. Parce que l'extrême droite, elle prospère sur la désespérance sociale, sur le fait que les gens sont vraiment en colère et ils ont des raisons de l'être parce que effectivement les droits sociaux reculent, parce que la politique qui est menée est toujours en faveur des mêmes. Depuis les années 2000, il y a 7 fois plus de millionnaires en France. Donc l'argent, il existe, il y a des gens qui s'enrichissent, il y a des gens qui tirent profit de cette politique qui est menée actuellement. Cette politique qui est menée actuellement n'est pas un échec. Elle n'est pas un échec, la politique de Macron, pour les plus riches. Elle est une réussite si l'objectif était effectivement de dégager davantage de profit, toujours pour les mêmes et au service des mêmes intérêts. Et donc, on a besoin de dire que la politique qui doit être menée doit être complètement réorientée, pas simplement réaménagée, complètement réorientée. Alors, ça ne veut pas dire être dans une forme de radicalité, dans une forme de maximalisme, ou de dire il faudrait effectivement programme révolutionnaire ou rien. C'est pas ça la posture syndicale. La posture syndicale, c'est de dire toutes les questions qui nous sont posées sont des questions de répartition des richesses, sont des questions qui nécessitent des choix politiques complètement différents. Et donc, on doit avoir cet idéal en commun de changer la société. Il faut que ça change parce que de toute façon, si ça ne change pas, c'est l'extrême droite qui en tirera profit. Et c'est complètement à notre détriment, et c'est notre ennemi mortel, encore une fois, et ce sont les idées d'extrême droite qu'il faut que nous combattions, et nous ne les combattrons que si nous portons des choses en rupture pour une autre répartition des richesses. Et cette capacité de résistance que nous avons, il faut d'abord en être conscient, confiant en nous-mêmes, mais il faut aussi ne pas se leurrer, ne pas se faire d'illusions. Nous avons aussi des difficultés de mobilisation, on l'a dit. Le 1er octobre, c'était compliqué de mobiliser.
on a quand même réussi à faire exister un mouvement de résistance aux politiques qui risquent d'être menées, mais c'est vrai que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Donc il faut être lucide sur la situation. Le syndicalisme montre sa capacité de résistance. Le fait même d'être aujourd'hui en Assemblée Générale nombreux, d'être un syndicalisme qui continue à avoir des adhérents, c'est déjà une résistance importante. Mais on sait qu'en France, des adhérents dans les syndicats, il n'y en a pas assez. Et je disais, le libéralisme est aussi notre ennemi, et Emmanuel Macron en particulier a même théorisé l'idée que les syndicats devaient être complètement refaçonnés. Alors il n'a pas voulu détruire les syndicats, mais il a voulu les façonner, les transformer en gros en association de représentants du personnel, donc pas forcément avec des adhérents, mais avec des gens qui sont des délégués et qui deviennent des commentateurs de la politique. Et si possible, des commentateurs plutôt bienveillants envers la politique qui est menée. C'est ce qu'on appelle le syndicalisme d'accompagnement. C'est-à-dire des gens qui commentent, alors plutôt en plus en disant c'est plutôt bien ce que vous faites, bon là vous pourriez réorienter un petit peu, mais en gros des gens qui commentent la politique qui est menée et qui peuvent la commenter éventuellement de manière critique également, mais qu'on n'écoute jamais. On commente, on est dans le commentaire, on représente, on est des délégués, mais on est dans la délégation pure, sans assise sur le terrain. Et dans tout ce qui a été mené comme politique, le fait de supprimer un certain nombre de compétences des instances, de supprimer le lien de proximité qu'il peut y avoir entre les syndicats et les adhérents, et les collègues, et les salariés, et le terrain, tout ça, ça a convergé effectivement par plusieurs mesures. Dans la fonction publique, ça s'est traduit en 2019 par la suppression des droits des CHSCT, par la suppression des compétences des commissions paritaires, qui avaient justement cette capacité à faire le lien avec le terrain. Et donc, toute la politique qui a été menée par Emmanuel Macron, c'était vraiment celle-là, de refaçonner un syndicalisme qui soit plus un syndicalisme en lien avec le terrain, que nous on appelle un syndicalisme de masse, un syndicalisme à vocation majoritaire, qui donc fait adhérer beaucoup de gens. Et donc, on l'a en partie contré, pas complètement, parce qu'effectivement, il y a cette difficulté que nous pouvons avoir à continuer à être représentatifs de l'ensemble des collègues et donc à faire adhérer un grand nombre de nos collègues. C'est pourtant ce à quoi il faut s'atteler. Cette tâche de rassembler dans le syndicat plus de monde, elle est absolument indispensable. Parce que toute action, toute possibilité d'intervention ne repose que sur le fait d'être ancré sur le terrain avec des adhérents qui discutent de l'orientation des syndicats et qui après sont plus forts du syndicat et qui après sont plus forts pour aller la porter auprès du patron, auprès de l'administration, etc. Et si on n'a pas assez de sections syndicales, ça explique aussi pourquoi on arrive moins bien à mobiliser. Le mouvement retraite, c'était éclairant de ce point de vue-là. On a eu des grèves importantes dans pas mal de secteurs, mais la généralisation de la grève, le fait d'aller plus loin dans la continuité d'un mouvement qui aurait durci, qui aurait monté en puissance, qui aurait monté d'un cran, c'est pas lié au fait que les centrales syndicales n'aient pas appelé à la grève reconductible. Le 7 mars 2023, il y avait un appel à mettre le pays à l'arrêt. Mais si ça n'a pas vraiment franchi le cap, et on est allé très loin malgré tout dans la mobilisation, mais c'était beaucoup un nombre de manifestants importants, les grèves ne se sont pas généralisées. Si ça ne s'est pas généralisé, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas de section syndicale. C'est beaucoup dans les secteurs où il n'y a plus de syndicats, où il y a des déserts syndicaux. Et cet ancrage du syndicalisme sur le terrain, il faut en conserver l'objectif. Il est absolument indispensable. C'est ce qui aujourd'hui nous fait dire qu'on est à la croisée des chemins. Le syndicalisme est à la croisée des chemins. Il peut se rétracter sur lui-même. Il peut devenir effectivement ces syndicats où il y a uniquement des délégués, des représentants, avec des gens qui votent pour les représentants, donc des gens qui continuent quand même à avoir un lien, une expression syndicale, mais qui, ne faisant que voter, perdent le lien à l'organisation. Adhérer à une organisation, c'est beaucoup plus engageant, beaucoup plus important, et c'est vital pour les organisations syndicales telles que nous les pensons. Parce que nous ne voulons pas devenir de simples commentateurs de la politique. Et nous ne devons pas devenir de simples commentateurs. Les syndicats, ce n'est pas des think tanks. C'est des organisations qui sont en lien avec le terrain, ce n'est pas uniquement
intellectuel, le syndicat. C'est des sections syndicales qui se mobilisent sur un certain nombre de revendications. Et il y a deux écueils dans le syndicalisme aujourd'hui. Le premier, c'est sans doute le repli corporatiste, qu'on appelle corporatiste, c'est-à-dire effectivement, et tout le monde est concerné par cette tentation, par cette éventualité, par cet écueil, c'est-à-dire se dire que comme on n'arrive pas à transformer la société, comme finalement tout ça ce sont de grandes idées, comme en plus dès qu'on s'engage là-dessus, on nous dit vous êtes trop politique, vous faites de la politique, ça ne m'intéresse pas, eh ben, on va se replier sur les intérêts spécifiques de notre ministère, de notre agence, de notre entreprise. On va faire ce qu'on peut faire modestement, mais si modestement que finalement on s'ouvre plus aucune perspective. Et la FSU est concernée par cette possibilité que le syndicalisme se rétracte, se replie et se dise on fait des choses chacun dans nos secteurs, à minima, et on attend que l'orage passe, et en tout cas, comme on n'arrive plus à intervenir sur les options politiques plus générales, on essaie d'être bon dans nos bastions, dans quelques bastions, et on s'intéresse uniquement aux aspects revendicatifs les plus immédiats. Ça peut être une difficulté de la FSU parfois, et ça en est une, notamment dans le secteur de l'éducation. La FSU est issue d'une histoire syndicale de la Fédération de l'Éducation nationale en 1947 qui a explosé. Le syndicalisme a explosé en 1947 et la Fédération de l'Éducation nationale, c'est celle qui est restée unie. Et je dis ça parce que ça a un lien avec ce qu'on va dire après sur la CGT. La Fédération de l'Éducation nationale, c'est l'idée que dans l'éducation nationale, en 1947, il y a possibilité de ne pas se séparer entre CGT d'un côté et FO de l'autre, les communistes et les non-communistes. L'idée qu'on va pouvoir, dans le syndicat, organiser le pluralisme, organiser les différences, et pour cela aussi, on va choisir le fonctionnement en tendance, qui ne va pas de soi non plus dans tout le syndicalisme, mais qui, dans la FSU, vient d'une histoire spécifique, qui est celle-là, qui est celle de dire, nous, au moins, dans l'éducation, on réussit à ne pas séparer entre CGT et FO, on garde cette unité des salariés de l'éducation, et donc on va organiser ça en le régulant avec les tendances. On va organiser les communistes d'un côté, les non-communistes de l'autre, et puis après il y aura encore d'autres tendances liées plus ou moins à des tendances politiques. Les tendances elles-mêmes ont évolué, elles ne sont plus totalement liées à tel ou tel parti, mais il y a encore évidemment une culture politique importante dans chacune des tendances aujourd'hui à la FSU. Mais c'est ça l'histoire de la FSU, c'est de se dire on va réguler les choses comme ça. Et ensuite, en 1993, quand la FEN explose, quand la FEN se divise de nouveau entre l'UNSA d'un côté et la FSU de l'autre, la FSU s'étend à la fonction publique de l'État et à la fonction publique territoriale, avec cette idée qu'on va continuer à pratiquer ce syndicalisme pluraliste, donc le maintien des tendances. C'est pour ça qu'il y a des tendances aujourd'hui à la FSU. C'est l'idée tout simplement qui est partagée dans une grande partie du mouvement syndical, mais que la CGT ne régule pas de cette manière-là. La CGT ne veut pas de tendance en son sein. Mais l'idée par contre est la même dans nos deux organisations, c'est l'idée que les désaccords entre les salariés, on les gère à l'intérieur de l'organisation, et après on est unis, parce que du coup on a une parole plus forte, vu qu'on a eu les débats en interne, et vu qu'éventuellement on a mis à plat nos désaccords, on est plus fort pour aller porter les choses au niveau du patron, au niveau de l'administration, parce qu'on a vraiment pris en compte la diversité des sensibilités. C'est ça l'idée de base. Après, comment on l'organise, évidemment, ça dépend des organisations. Mais en tout cas, la FSU, elle reste marquée par cet ancrage dans l'éducation. Aujourd'hui encore, l'éducation, c'est 80% à peu près des adhérents de la FSU. Si on met même dans les 20% restants, il y a aussi des enseignants à l'agriculture, il y a des enseignants dans l'enseignement supérieur, il y a beaucoup de non-enseignants, mais ce n'est pas la majorité dans la FSU. Ceci dit, la FSU, c'est aussi une progression forte dans la territoriale, c'est un syndicat par exemple au ministère de l'Environnement qui est important, qui est majoritaire aussi sur son secteur. C'est la FSU Emploi, c'est la FSU Teos, c'est tous ces syndicats
qui se sont retrouvés dans l'idée que, certes, la FSU s'était beaucoup centrée sur l'éducation, mais justement, ça dessine un profil d'une fédération qui a à cœur de porter la valeur d'éducation au centre de la société. L'éducation non pas comme un secteur d'activité, mais comme une valeur qui a qui est un modèle pour l'ensemble de ce qu'on doit porter, pour l'attention à l'autre, pour la volonté d'éduquer, d'instruire, d'accompagner, d'aider. Et donc dans tous les services publics, cette attention finalement à être au service des usagers, dans une perspective humaniste. Et ça a complètement écho, je pense, parmi des collègues comme vous, c'est-à-dire cette idée que, par exemple, les chômeurs, on ne les traite pas comme des numéros, on ne les traite pas comme des gens qu'on va orienter dans l'intérêt du patronat, on les traite comme des humains avec leur complexité, on essaie de prendre en charge la complexité de leur dossier, on essaie d'agir à leur service, pas au service du patronat, pas au service de tel ou tel autre intérêt particulier. On essaie de les traiter correctement, on est attaché à des métiers. C'est ça la FSU en fait, c'est pas l'éducation en tant que secteur, c'est aussi le fait qu'il y a un attachement à des métiers, un attachement fort à cette idée que les métiers sont structurants aussi d'un projet de société qu'on a. On veut faire bien notre travail à France Travail, à l'éducation, dans la fonction publique territoriale, parce qu'on a en tête un projet de société humaniste, qui place l'éducation comme valeur au centre de la société, etc. Et donc, c'est ça qu'incarne la FSU. Et c'est important d'avoir en tête, bien sûr, on risque parfois le repli sur le seul secteur de l'éducation. C'est un écueil de la FSU, évident, mais on doit travailler aussi à avoir cette vision d'ensemble sur le projet de société. Et c'est ce qu'on appelle également la double besogne, ça vient de la charte d'Amiens, etc. C'est l'idée qu'on se bat sur des revendications sectorielles, et à partir de ces revendications sectorielles, on travaille aussi à changer la société. On fait deux choses en même temps, on ne sépare pas nos tâches syndicales. Quand on défend un collègue, on défend une certaine idée d'un métier, et donc on défend aussi une certaine idée de la société. C'est très important d'avoir ça en tête, parce que ce que je viens de dire là, c'est à peu près, je pense que la CGT ne le dirait pas dans les mêmes termes, d'ailleurs on va parler après, mais la CGT ne le dit pas du tout dans les mêmes termes, mais on parle la même langue et on agit au service des mêmes objectifs. On partage ces mêmes objectifs de transformation sociale, féministe, démocratique, contre l'extrême droite, pour les droits sociaux, pour réorienter les richesses au service du monde du travail dans son ensemble, et donc aussi pour des financements de services publics efficaces, pour une protection sociale aussi qui soit efficace. Les retraites, par exemple, on s'est beaucoup retrouvé dans ce combat retraite en 2023, et ça continue aujourd'hui. On a un gouvernement évidemment qui n'a aucune intention de revenir sur la réforme de 2023, mais on a malgré tout une brèche parce que le sujet continue à rester dans l'opinion, parce qu'on a réussi à continuer à le poser. Et avec la CGT par exemple, on partage cette idée que la retraite, tout comme tout ce qui relève de la protection sociale, tout ce qui relève des revenus socialisés, la retraite, ça ne peut pas être le minimum qu'on verse aux gens pour les aider à subsister. La retraite, c'est des droits qu'on acquiert pendant sa vie professionnelle, et donc c'est un salaire qu'on continue à verser, c'est un salaire continué, qui donc s'appuie sur la qualification acquise pendant sa vie professionnelle, et une fois à la retraite, il faut qu'on ait un revenu qui permette de remplacer le revenu qu'on avait avant, donc un niveau suffisant, décent, correct, pour vivre tout simplement. Et la retraite, c'est pas l'antichambre de la mort, c'est pas le moment où on est trop usé pour travailler et où on nous donne de quoi survivre. C'est le moment où on doit pouvoir profiter de sa vie correctement, parce que on l'a entre guillemets mérité, mais parce qu'on a acquis des droits, effectivement. Et donc, toute cette idée-là, je développe un tout petit peu parce que ça va être encore une fois au cœur des débats. Là, on a un cible. En plein cœur de l'été, là, on en a eu une préfiguration, 500 contractuels repris à la PJJ.
500 contractuels, c'est 10% de leurs effectifs. Ça, c'est ce qui va nous arriver dans beaucoup de services, dans beaucoup d'endroits, des coupes sombres, quasiment à l'aveugle. Ce qui s'est passé à la PJJ, c'est terrifiant, hein, parce que un service PJJ, parfois, c'est 3-4 agents. Donc, quand on a supprimé un temps plein, ça veut dire que le service ne tourne plus. Ça veut dire que les jeunes qui sont suivis par la PJJ, on les réempile sur un dossier, puisqu'on ne peut pas prendre des dossiers. Et donc les jeunes qui devraient bénéficier d'un accompagnement éducatif, on les envoie directement en prison. Prison qui est, comme chacun sait, une école de la délinquance. C'est-à-dire que les jeunes qu'on envoie en prison, qu'on aurait dû suivre parce qu'ils ont 16 ans ou 17 ans, ils seraient allés en centre éducatif, on les aurait suivis. Ceux-là là, qui vont subir les suppressions de postes de la PJJ, ceux qui sont allés en prison, évidemment que derrière ces récidives, alors c'est statistique hein, ce que je dis là, tous ne récidiveront pas, mais justement si on a inventé le suivi, l'accompagnement éducatif pour les jeunes délinquants, c'est aussi dans l'intérêt général, c'est pas uniquement par bonté d'âme, hein, c'est parce qu'on sait que si on les met en prison, ça va pourrir leur vie. Donc c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui même. Hein. Il y a plein de jeunes qui sont en prison aujourd'hui alors qu'ils ne devraient pas y être, mais on n'a pas d'accompagnement éducatif parce qu'on a supprimé de manière aveugle des postes à la PJJ. C'est un véritable scandale national ce qui se passe aujourd'hui, et il y avait aujourd'hui encore des manifestations des collègues de la PJJ. Je dis ça parce que les coupes sombres, il faut les traduire très concrètement dans les faits, dans ce qui va se passer, dans ce qui va se passer pour les gens. Alors les délinquants, c'est pas simple hein, à dire devant l'opinion, parce que quand on est un peu démago, quand on est un peu d'extrême droite, quand on laisse traîner des idées d'extrême droite, évidemment, envoyer des jeunes délinquants en prison, aucun problème. Sauf que derrière, il y a évidemment un intérêt social, un intérêt général, et l'intérêt du jeune, évidemment, qui n'est pas respecté, et ça c'est extrêmement grave. Donc il va y avoir des coupes sombres dans les services publics si on laisse faire ce budget. Il va y avoir des coupes sombres dans les budgets sociaux, je disais. Les budgets sociaux, c'est pas fait pour donner le filet de sécurité minimal. Ça devrait être fait pour donner une forme de sécurité, de bien-être, pour bien vivre, pour pas être toujours dans la crainte du lendemain. Parce que je parlais de la retraite, avant de créer le système de retraite par répartition en 1945, la retraite c'était la crainte du lendemain permanente. Et donc on est en train de nous ramener à ça. Les retraites qui ne sont pas revalorisées là en janvier prochain, le décalage de 6 mois de la revalorisation des retraites qui a été annoncé par le gouvernement pas plus tard qu'hier, c'est aussi un véritable scandale dans ce cadre-là. On est en train de paupériser les retraités actuels et les retraités futurs que, j'espère, nous sommes toutes et tous, plus ou moins tôt, mais on est toutes et tous appelés à être à la retraite un jour. Et donc c'est une affaire qui nous concerne, cette absence de revalorisation des retraites, et qui est extrêmement grave dans l'actualité récente. Et donc j'en viens pour dire qu'on partage un grand nombre de choses, le travail qu'on a entamé avec la CGT. On partage beaucoup de choses. Les organisations syndicales sont trop nombreuses en France. Il y a 8 organisations. Le syndicalisme est trop divisé. Et donc, en particulier avec la CGT, nous partageons cette idée qu'il faut un syndicalisme qui veut transformer la société, qui soit un syndicalisme à vocation majoritaire, c'est-à-dire qui essaie de rassembler, d'organiser en son sein le pluralisme, d'écouter et de rassembler une majorité de gens, une majorité de salariés, pour que dans le syndicat, il y ait des débats, qu'il y ait de la vie syndicale et que ça puisse rassembler l'ensemble du monde du travail. Cette affaire-là, elle n'est pas simple de rapprocher deux organisations qui ont une histoire, qui ont une culture spécifique, qui ont des pratiques syndicales différentes. Elle n'est pas simple aussi parce que tout ce que je disais sur la FSU, qui a cette image, qui a cette capacité à montrer une forme de rassemblement, cette valeur éducation, l'humanisme, l'organisation du pluralisme, l'organisation du débat interne, on pratique beaucoup la synthèse à la FSU. C'est-à-dire qu'on essaie de faire synthèse des différentes opinions qui existent. Cette capacité-là, elle est aussi identifiée par un certain nombre de travailleurs, d'agents, et
tout le monde, en l'état actuel des choses, ne se retrouverait pas dans un syndicalisme si on disait demain, c'est maintenant un syndicalisme CGT qu'on va faire. On va à la CGT. On fusionne avec la CGT. Ça, si on fait ça demain, certains peuvent le souhaiter, hein, mais si on fait ça demain, il y a toute une grosse partie des adhérents de la FSU, et pas seulement des gens qui peuvent être hors éducation, hein, y compris dans l'éducation, qui diraient, ben non, moi, si je suis venu à la FSU, c'est que, à tort ou à raison, hein, c'est qu'il y a une image de rassemblement plus important, une certaine image d'une démocratie interne qui fonctionne différemment. En tout cas, voilà, moi je me retrouve là-dedans et je ne me retrouverai pas dans la CGT. À l'inverse, dans la CGT, imagine que si on disait la FSU, ça colle tout de suite à la CGT, ça demanderait quand même quelques vérifications sur ce que pourrait introduire dans la FSU, dans la CGT, etc. Donc, c'est pas ça le projet, c'est pas une fusion, parce que de toute façon, nous avons deux organisations qui ont leur rôle, qui ont leur spécificité, qui ont leur utilité. En revanche, l'idée, c'est d'arriver à créer quelque chose qui s'appellerait une maison commune, c'est-à-dire un lieu où on fasse du commun entre nos différentes organisations, où on mutualise et où on s'apporte les uns aux autres. Ce qui engage évidemment beaucoup hein, pour la FSU comme pour la CGT. C'est-à-dire, je disais, on n'est pas fusionné, mais si on va vers ça, si on a un espace d'échange pérennisé, formalisé, si on a quelque chose, un lieu où on puisse avoir la matérialisation des échanges entre la CGT et la FSU, ça engage quand même beaucoup aussi politiquement. Si ça foire, si ça rate, ça veut dire qu'effectivement, il y a des gens qui diront, ben non, là, moi j'étais à la FSU, mais vous êtes trop CGT maintenant, vous êtes trop proche de la CGT, donc je ne m'y retrouve plus, je m'en vais. Moi j'étais à la CGT, vous allez avec la FSU, donc j'ai une mauvaise image, je m'en vais. Ça, c'est la version à éviter, évidemment. Par contre, si ça réussit, cette histoire, si on arrive à dire, on est deux organisations, mais on travaille de plus en plus en commun. Et c'est ce qui se passe en vrai hein, dans les territoires, dans les secteurs, il y a de plus en plus de choses en commun. Et si on arrive à donner ça à voir vraiment à tout le monde, parce que pour l'instant, cette affaire, c'est surtout des militants, c'est surtout des directions syndicales, c'est surtout, comme on dit, des appareils syndicaux qui discutent entre eux de voir comment on pourrait faire. Si ça fonctionne, si on donne à voir quelque chose qui est en capacité de parler et d'échanger sur tout ce sur quoi on peut échanger, c'est-à-dire de mutualiser dès qu'il y a possibilité de mutualiser. Je sais pas, on dit par exemple les questions d'assurance chômage, les questions de protection sociale, on les traite en commun. Si on n'est pas d'accord, ben on verra après comment on régule ces désaccords, mais on traite des choses en commun. De plus en plus de choses, on les traite en commun. On fait des stages communs, on fait de la formation syndicale commune, des publications communes, etc. Et on voit comment ça fonctionne. Et si ça, c'est entraînant après pour l'ensemble des adhérents, et bien à ce moment-là, le 1 plus 1, il peut ne pas faire que 2, il peut faire 3. C'est-à-dire que le but, c'est de dire, on est des organisations qui ne sont pas repliées sur nous-mêmes, on est des organisations qui essaient de s'ouvrir et de regrouper le syndicalisme, d'unir le syndicalisme. Ça a vocation à s'élargir. À la FSU, on a toujours posé également la question de solidaire, qui pour l'instant n'est pas ouverte, mais du fait de solidaire, hein, surtout, qui dit nous on ne souhaite pas s'inscrire dans cette perspective-là. Sans doute que solidaire est plus dans un projet syndical qui leur appartient, hein, d'une forme quand même de, pas de radicalité, mais une volonté d'être très, très clairement ancré dans un syndicalisme de lutte. Et ils voient dans la FSU et dans la CGT un obstacle à ça. Ils se disent, si on s'embarque là-dedans, ça nous identifierait à des syndicats trop sans doute à vocation majoritaire et donc pas assez clair sur l'idée qu'il faut lutter fortement, être clair dans ses revendications. Et pour l'instant, Solidaire n'est pas intéressé par cette démarche-là, vraiment d'unité des organisations. Mais demain, peut-être que Solidaire sera dans une autre posture, et d'autres également. Il y a évidemment des gens qui sont aujourd'hui des militants, des adhérents, qui sont aujourd'hui à FO, à l'UNSA, à la CFDT, partout, qui n'enlèveraient quasiment pas un mot à ce que je viens de dire.
sur la nécessité de lutter pour les services publics, contre l'extrême droite, pour faire avancer les droits des salariés, pour faire avancer les droits des femmes, etc., etc. Il y a beaucoup dans beaucoup d'organisations, nous pourrions avoir quelque chose d'entraînant sans perdre personne. C'est un peu, et je terminerai par là, c'est un peu ça l'objectif du travail qu'on mène en commun avec la CGT, avoir quelque chose de visible qui montre qu'on avance vers une unité des organisations et en même temps bien montrer que ça n'est pas simple, donc on se donne du temps, que c'est un processus, qu'il faut en débattre, qu'il faut montrer son utilité et avoir évidemment le temps de la construction. Parce que on aura, et je reviens quand même à l'extrême droite en un mot, et là vraiment pour conclure, on aura quand même à combattre et à agir face à des périls qui sont immenses. On n'aura peut-être pas le temps de discuter longuement si l'extrême droite arrive au pouvoir et si nous avons effectivement en face un ennemi encore plus coriace que celui que nous avons actuellement. Et donc l'idée de se serrer les coudes, l'idée de dire les divisions elles sont certes importantes, les divisions elles existent historiquement, elles s'expliquent historiquement et elles se justifient. Et elles ne sont pas toujours non plus toutes des freins à l'action. On est souvent ensemble, même si on est dans plusieurs organisations. Ce n'est pas le frein unique à l'action, bien sûr. Mais ces divisions-là, si on arrive à quand même dépasser un certain nombre d'entre elles, qui sont des problèmes quand même, qui sont facteurs de confusion pour les collègues. Les collègues ne comprennent pas qu'il y ait 8 organisations. Ce n'est pas lisible. Ça nous freine quand même dans nos capacités d'action au niveau global, au niveau de l'image des syndicats. Et donc si on arrive quand même à avoir quelque chose qui puisse être entraînant, je pense que ce sera salvateur pour le syndicalisme. Le syndicalisme a besoin de faire la preuve de son efficacité. Je le disais au début, on est efficace. On a travaillé pendant les élections politiques à montrer qu'on avait des choses à dire en toute indépendance sur la sphère politique. On a montré notre efficacité au moment de la réforme des retraites. Mais on a besoin de continuer à faire la preuve de cette efficacité. Parce que les taux de syndicalisation ne sont pas excellents, parce que ça peut aussi continuer à s'éroder lentement. Il ne faut pas se satisfaire de la situation actuelle. Il n'y a pas assez de syndiqués en France. Nos sections syndicales ne sont pas assez fortes. Il faut qu'on renforce le syndicalisme. Parce que seul le syndicalisme peut lutter pour les droits du monde du travail. On peut compter que sur nos propres forces. Et le syndicalisme, il a une responsabilité importante. Il faut qu'il se renforce. Si le syndicalisme ne se renforce pas, c'est un boulevard pour l'extrême droite et pour le déroulement des politiques libérales, réactionnaires. Et ça, c'est un danger immense qui est devant nous. Il faut qu'on en prenne conscience, il faut qu'on en prenne la mesure. Il faut qu'on arrive un peu à se dépasser et à se hisser au-dessus et à mener les débats. Et à arriver à mener les débats avec tous les collègues. Voilà, merci.